Donc moi je vais commencer par me présenter simplement. Donc moi je m'appelle Marie, je suis psychologue du travail de formation et je travaille aujourd'hui comme conseillère parcours professionnel au sein du PhD Career Center. Donc si tu veux François, je te laisse peut-être juste mettre la diapo Ah oui. suivante. Ouais, non. Voilà. Et donc, je vous ai remis sur le diaporama auquel vous aurez accès à l'adresse mail du PhD Career Center, juste pour mémoire ou pour information. Ce qu'on fait au PhD Career Center, c'est vraiment, on accompagne l'ensemble des doctorants dans toutes leurs réflexions autour de leur poursuite de carrière post-thèse. Donc, ça nous amène à animer des webinaires, à animer des ateliers enfin, à animer du mentorat. Et notamment, en ce qui me concerne, je propose des entretiens conseils à l'ensemble des doctorants. C'est-à-dire que je reçois les doctorants en individuel, généralement pendant trois quarts d'heure, une heure, pour échanger autour de leur projet et puis répondre aux éventuelles questions que les doctorants peuvent avoir. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions par rapport à votre projet professionnel. Et du coup, c'est dans cet objectif-là, là, de vous aider à vous préparer en tout cas à votre poursuite de carrière qu'on a pensé à mettre en place ces webinaires. L'objectif, c'était pour nous que vous puissiez élargir un peu vos perspectives sur ce que vous pouvez faire après votre thèse et que vous puissiez aussi prendre conscience de l'intérêt que les entreprises peuvent avoir à embaucher des profils docteurs. Donc pour nous, c'est important que vous ayez ces points de vue-là, parce que plus on connaît le point de vue des recruteurs et les attentes des entreprises, et plus c'est, j'allais dire, facile. En tout cas, plus vous allez pouvoir identifier qu'est-ce que vous allez pouvoir valoriser et mettre en avant dans une future candidature. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on a monté ces webinaires. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit le cabinet Heming, qui est un cabinet de financement de l'innovation, et donc plus particulièrement François Tissot, qui est consultant en financement de l'innovation, qui est docteur, qui a été diplômé il y a quelques années déjà, et puis Margot Fernoux, qui est chargée de recrutement, qui elle va pouvoir vous parler de justement de ce point de vue de l'entreprise sur les profils des docteurs. Voilà, du coup, moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est voilà, de ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions. Et comme on a la chance d'être en petit comité ce soir, ce que j'aimerais faire pour démarrer, c'est vous demander tout simplement de noter dans le petit onglet de discussion les raisons qui vous ont donné envie de vous inscrire à ce webinaire, que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce que vous en attendez. Du coup, nous, ça va nous permettre derrière de pouvoir ajuster le contenu et de pouvoir approfondir plus ou moins certains points de ce qu'on a prévu en fonction simplement de vos attentes. Voilà, donc l'idée, c'est de participer et de poser des questions pour rendre les choses rendre le webinaire le plus interactif possible. Donc c'est pareil, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions au fur et à mesure où elles vous viennent. On essaiera de les traiter voilà, thème thématique par thématique pour éviter de se retrouver à la fin du webinaire avec des questions qui portaient sur ce qu'on a vu une demi-heure avant. Ok? Du coup, si c'est bon pour tout le monde, eh ben, je vous laisse noter dans le chat vos attentes. Et puis, je passe la parole à François. Du coup, on laisse le temps. N'hésitez pas si vous avez des projets aussi en tête, si vous avez déjà des questions, si vous avez commencé à réfléchir à l'après. Voilà, si vous avez des appréhensions ou au contraire des questions plus précises, de l'intérêt pour quelque domaine que ce soit, à poser les questions tout de suite par écrit ou au cours de la présentation. Là, on va vous parler, on va vous présenter un peu les éléments, mais dès que vous avez une question, posez-la immédiatement pour qu'on puisse vraiment bien en discuter. Du coup, soit par écrit, soit vous pouvez allumer le micro aussi, hein, si vous préférez la poser à l'oral. Ça peut être parfois plus pratique. C'est vrai que typiquement quand on est sur un téléphone ou des choses comme ça, c'est pas forcément évident de taper un message. Donc, n'hésitez pas à l'oral, ça marche aussi très bien. Euh, alors.
Hop, je me remets sur la présentation. On est où là? Tac. Voilà. Hop. Eh ben, donc, au niveau du plan, de la présentation, hein, l'idée, c'est de vous présenter, déjà de se présenter Margot et moi. Moi, je vous parlerai rapidement de mon parcours, parce que finalement, certains d'entre vous vont peut-être se retrouver sur un parcours plus ou moins similaire. Et après, on parlera vraiment un peu plus des compétences dans le domaine privé, de ce qui peut être recherché au-delà du domaine scientifique, parce qu'on verra qu'il y a quand même finalement pas mal de choses. Et donc, évidemment, nous, on va parler, nous, de notre vision, de ce qu'on peut avoir chez nous, mais aussi, j'ai intégré quelques témoignages de docteurs qui sont dans le privé, des docteurs de SHS. Qui travaillent dans le privé aussi dans une entreprise qui du coup peuvent vous donner des idées de pourquoi et comment un docteur peut rebondir dans le domaine privé s'il décide de changer d'orientation. Du coup, au niveau de la présentation, Margot, je te laisse te présenter en premier. Ok, super. Merci François. Donc, bienvenue, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Margot, chargée de recrutement chez Heming. Je suis arrivée en avril 2023. J'ai aussi en charge quelques projets RH, puisque moi, j'appartiens vraiment à l'entité du coup ressources humaines. Je recrute principalement donc sur notre business line innovation. Donc, que ce soit sur la partie consulting, où là, effectivement, donc on va rechercher des profils assez variés. Ça peut être des ingénieurs, des doctorants comme vous, avec leur spécialité, mais François pourra y revenir après. Et puis, je suis aussi justement dans l'accompagnement des types de projets qu'on peut avoir aujourd'hui, donc accompagner les élèves ou les futures personnes qui vont rechercher des postes. Là, typiquement, jeudi, je vais intervenir donc, sur une autre partie parce qu'on recrute aussi des consultants rédacteurs et moi, je vais intervenir pour leur parler de l'aspect négociation du salaire. Voilà, par exemple, ce que je peux faire. Donc, moi, j'ai une carrière plutôt terrain, donc pas forcément études. Donc, je l'ai bien noté, hein, je me suis arrêtée au baccalauréat et puis après, je suis montée en compétences sur les métiers que j'ai occupés. J'ai démarré ma carrière en agent d'intérim. Euh, donc, on pourra en reparler tout à l'heure, mais moi, ce que je cible beaucoup quand je fais du recrutement, c'est plutôt votre envie, vos perspectives de carrière aujourd'hui qui sont très importants et vos soft skills, puisque voilà, ce qu'on va rechercher. Alors, il y a quelques compétences techniques, mais c'est pas que. Nous, on octroie beaucoup de formations sur nos métiers. Et du coup, voilà, l'idée, c'est aussi, lors des échanges que je peux avoir avec vous, pouvoir vous orienter sur ce qui pourrait le mieux vous convenir. Super. Merci Margot. Et du coup, pour moi, comme on l'a déjà un peu évoqué, donc moi je suis docteur de l'Université de Grenoble justement, et donc c'est pour ça que je m'étais rapproché de Marie et de l'Université de Grenoble pour intervenir auprès de vous. Je suis en poste chez Ming depuis décembre 2017 et j'ai obtenu ma thèse en 2016. Et donc voilà, si j'ai eu envie de faire ça aussi, c'est parce que j'ai eu un an un peu de galère voilà, à chercher, à passer des entretiens, à faire de postuler à pas mal d'offres d'emploi et finalement en avoir que deux, dont une qui était un petit peu, je notais, dont une un peu limite parce qu'ils me proposaient de rester au chômage mais de travailler pour eux quand même. Donc voilà, un peu pas à niveau de la légalité, on n'était pas top top. Donc, et en fait aussi, si j'ai eu du mal, c'est parce que typiquement, les docteurs ont une certaine vision dans l'image, dans l'imaginaire collectif, et autant que ce soit nous, docteurs, ou que ce soit du côté recruteur. Et donc, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses à faire évoluer, de lignes à faire bouger. Donc moi, je sais auprès des entreprises que j'accompagne, j'essaye de les faire évoluer. On voit les mentalités qui changent. Mais c'est vrai que les docteurs aussi ont besoin parfois de prendre un peu confiance en eux, de connaître un peu plus la valeur qu'ils peuvent avoir au-delà de leur domaine d'expertise. Donc du coup, je vous ai mis là alors, rapidement, hein, pas pour mettre mon CV, mais pour donner un petit peu les grandes lignes. C'est que moi j'ai un parcours au départ, quand je voyais études longues, je dis non, non, c'est pas pour moi. Au bout de 2 ans, je m'arrête. Donc j'ai fait un DUT, je me suis arrêté un petit peu parce qu'il y a eu une année de licence que j'ai fait un peu en dilettante. J'ai travaillé un an pour voir le marché du travail et finalement j'ai repris mes études jusqu'à un doctorat. Et après, voilà, j'avais quand même une expérience terrain, une expérience technique qui était assez forte entre toute la partie DUT, etc., les stages que j'ai pu faire. J'ai travaillé en atelier de mécanique, donc autant dire que moi, ce que je disais aux entretiens d'embauche, c'est que
Vous me laissez un projet, moi je vous fais le développement, la conception, la biblio, je vous fais les prototypes, je vous fais les essais terrain, je le mets jusque dans les mains de quelqu'un en atelier qui le fabrique. Techniquement, je sais faire tout ça. Ben, même ça n'arrivait pas à être reconnu par les recruteurs parce qu'ils ont une certaine image du docteur, voilà, il y a des choses à faire bouger. Donc c'est important que vous ayez aussi ces infos-là, des éléments sur voilà, qu'est-ce qui fait la force d'un docteur et pourquoi un docteur en fait est utile en industrie et pas que dans la recherche publique, parce qu'on a tendance un peu à cloisonner les deux mondes. Hop, non, je cache la conversion. Donc, du coup, pour vous présenter rapidement mon métier, ce que je fais en consultant de financement d'innovation, donc très clairement, je suis pas trop dans le technique, je suis pas dans mon domaine d'expertise à proprement parler, je fais pas de recherche, mais on fait beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, moi, je vais voir mes clients, je vais passer en revue leur activité de R&D. Donc, on va parler vraiment de projets dans tout plein de domaines, hein. J'ai des projets dans l'électronique, j'ai des projets dans l'informatique, j'ai des projets dans l'injection plastique, j'ai vraiment pas mal de choses. Donc, toujours des domaines que je connais un petit peu, mine de rien, avec mon expérience, avec le DUT que j'ai pu avoir. Mais c'est très varié. On va parler de projets d'activité R&D. Donc, très souvent, vous allez voir des choses. Enfin, moi, je vais voir des projets 3 ans avant de voir leur implication sur le marché, voir des choses très amont. On va aussi avoir toute la partie un peu forcément financière, parce que nous, pour la partie crédit impôt recherche, on a une partie calcul, évidemment. On va récupérer des infos, quelques données financières. Et c'est là que Margot disait, on a une partie formation. On est formé sur ces questions-là. Et après, on vient faire de la rédaction pour justifier des projets et on vient les accompagner si jamais il y a un contrôle. Ça, c'est globalement le métier principal, mais pas que. À côté de ça, on va faire beaucoup de relations humaines, on va faire beaucoup de discussions, on va discuter avec des ingé projets, on va discuter avec des directeurs R&D qui ont des projets, qui vont nous exposer leurs difficultés, on va leur parler de choses, on va les aider à dire, mais est-ce que vous avez pensé à monter une thèse avec un labo? Vous allez peut-être parler de votre labo parce que ça correspond au domaine technique que vous connaissez. Vous allez créer du lien avec des entreprises privées ou avec et des labos publics, peut-être monter des dossiers de stage, des dossiers de subvention. On va leur aider à faire avancer leur politique de stratégie. On est vraiment sur un métier qui est finalement ancré dans l'humain, dans la discussion avec les différents acteurs. Moi, j'ai eu typiquement le cas d'un responsable qui m'a dit, qui m'a remercié, et donc, pas que moi, hein, bien sûr, tous ceux avec qui il a pu travailler chez Heming, parce que, en fait, de travailler sur le crédit impôt recherche l'a obligé à prendre du recul sur son métier, à prendre du recul sur les métiers qu'il faisait, à voir la valeur ajoutée qu'il avait dans ses projets, parce que très souvent, les ingénieurs, ils sont la tête dans le guidon, ils ne regardent pas forcément ce qu'ils font, et prendre du recul là-dessus, à trouver de l'innovation, à réimaginer son métier. Et en fait, il m'a dit, moi, j'ai 55 ans, ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise. Bah, vous m'avez aidé à réinventer mon métier. Alors que c'est pas du tout ce pourquoi on en est là, hein, au départ, hein. Mais finalement, on leur a apporté ça en plus à force de discuter. Mais oui, regardez votre projet, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous aviez des difficultés là-dessus, vous avez avancé là-dessus, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très, moi je trouve plaisant dans ce côté-là, dans le côté humain que l'on a dans ce métier-là. Euh, Et pour... Fran- François, Oui, je peux me permettre, alors c'est pas une question d'un doctorant, mais pour le coup, c'est moi qui ai une question en t'écoutant. Je me demandais, parce que tu évoques quand même là cette partie expertise technique pour comprendre oui, les dossiers des clients, et en même temps tu dis que tu interviens aussi dans des domaines qui ne relèvent pas forcément de toi, l'expertise que tu as pu acquérir pendant ta thèse. Et du coup, enfin, je me questionnais à savoir à quel point c'était important d'avoir les connaissances techniques quand on pouvait intervenir comme toi auprès de clients, et comment ça se passait quand justement tu intervenais dans un domaine pour lequel tu n'avais pas forcément les connaissances techniques requises, et même si ça arrivait en fait. ouais. Bah, en fait, ça peut arriver. Alors, en général, nous ici, et la plupart de nos confrères sont comme ça, ils vont quand même garder des entreprises fléchées vers des compétences un minimum maîtrisées par la personne. Ou alors, la personne, le consultant, va être épaulé par quelqu'un du domaine. Mais après, en fait, ce qu'on se rend compte finalement, et ce que vous avez sûrement vécu dans votre sujet de thèse, c'est que la recherche, au-delà du sujet, elle est toujours un peu pareille.
En fait, on retrouve toujours une structure, une architecture, une essence de la recherche qui est très similaire d'un projet à l'autre, d'un domaine à l'autre. Et en fait, souvent, quand on arrive devant notre sujet de thèse, c'est un sujet qu'on ne connaît absolument pas. Très, très, très souvent, c'est un sujet, on nous propose, voilà, on a un directeur de recherche qui nous dit, voilà, moi, je voudrais travailler sur ce sujet-là, est-ce que ça t'intéresse? C'est un sujet qu'on ne connaît pas du tout, sur lequel on arrive, et en fait, on vient là se l'approprier, on vient le comprendre. Et en fait, cette gymnastique-là que peut nous apporter le doctorat, elle est effectivement, justement, comme tu le dis, très utile dans le cadre de ces projets, parce que moi, j'ai un doctorat en mécanique des structures, je fais de la simulation, éléments finis, tout ça. J'arrive sur des projets d'informatique, pas mal de choses que j'arrive à comprendre juste comme ça, parce que je connais un tout petit peu l'info, mais parce que la recherche, finalement, est toujours pareille. Et on retrouve, on va leur dire, mais est-ce que c'était compliqué? Est-ce que vous aviez des difficultés? Et on va avoir le cheminement intellectuel va être assez similaire d'un domaine à l'autre. Et donc, finalement, on peut, même en n'étant pas expert du domaine, on peut presque aller auditer des projets du SHS ou des choses comme ça, alors que finalement, on ne connaît pas. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant chez un docteur dans ce métier-là, c'est qu'en fait, on sait ce que c'est que la recherche. On a cette connaissance-là, on a le vécu de ce que c'est que la recherche, de ce que demande la recherche, le fait que ce soit complexe, ce que c'est qu'il y a la notion d'un état de l'art, la notion d'une démarche de R&D, une démarche hypothèse, essai, conclusion, etc. Et donc, en fait, on va pouvoir comme ça avoir cette gymnastique beaucoup plus simplement et la transposer sur des domaines qu'on ne connaît pas, s'approprier des domaines qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que je mets là aussi, c'est le fait qu'on ait cette expertise ministère. Comme on contrôle, le ministère peut être un des organismes de contrôle. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des personnes d'un labo public, d'un labo du CNRS, etc., qui vont venir regarder les projets. Nous, venant de là, on sait ce que la personne attend en face. Et donc, on a la même façon de réfléchir qu'eux. Et donc, on va vraiment comprendre le projet et avoir la même vision. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que dans ce métier-là, on a pas mal de docteurs. Je ne sais plus à combien on est. Nous, on a une trentaine de pourcents, je crois, de l'effectif qui ont un doctorat. Parce qu'on a cette gymnastique, on a cette capacité à comprendre, à se mettre à la place de quelqu'un du public. Donc, en fait, ça vient assez naturellement. C'est pas quelque chose, moi, je pensais pas du tout être capable de le faire, mais en fait, ça vient finalement assez naturellement, un petit peu avec l'expérience évidemment, mais même au bout d'un an, on arrive à se transposer sur d'autres domaines qui sont finalement assez loin de notre connaissance technique. Merci. Et donc, les autres soft skills qu'on disait, c'est en général, le docteur est curieux et passionné. Il aime la recherche, donc c'est un métier passion, on le sait bien, la recherche. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important aussi dans notre domaine, c'est qu'il faut avoir l'envie d'aller rechercher la recherche dans les activités d'une entreprise qui peut-être d'elle-même ne se considérait pas comme faire de la recherche, parce qu'on imagine des entreprises comme Framatome, comme Michelin, ou des géants comme ça, qui eux, évidemment, font de la R&D, ils ont des très gros centres de R&D, ils ont beaucoup de docteurs, de thèses, etc. Donc ça, eux, ils ont la culture d'entreprise, mais certaines autres entreprises font de la R&D sans s'en rendre compte. Donc arriver avec le bagage de dire, mais si, regardez, c'est de la R&D, moi je suis chercheur, techniquement, je suis docteur, je suis chercheur, je sais ce que c'est que la recherche, et vous, là, ce que vous faites, là, ce que vous m'avez dit, effectivement, c'est de la recherche pour telle et telle et telle raison. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et aussi, en général, le docteur est quelqu'un qui aime apprendre. Et ben pour notre métier, c'est aussi important. Pour beaucoup de métiers, évidemment, c'est important d'apprendre. On apprend tout le temps. Mais on a cette appétence sur l'apprentissage en général, voilà, d'apprendre des nouvelles choses, de connaître des nouveaux domaines, d'apprendre, voilà, là, des lois, quelques éléments, hein. On ne devient pas juriste dans ce métier-là, hein, mais apprendre quelques éléments sur ce que c'est que la fiscalité, des petits éléments de comptabilité, des choses comme ça, découvrir les systèmes de service des impôts, des systèmes de texte de loi, des choses qui paraissent parfois un petit peu loin, un petit peu barbares, et finalement, bah, comme on aime apprendre, eh ben, on s'avance assez bien là-dedans. Donc voilà pour la partie métier du consulting. Sur la partie des compétences, donc là, Margot, je te passe la main là, sur ce sujet-là. Compétences recherchées, plutôt nous, on recrute. Oui, alors, sur la partie, effectivement, donc, compétences, on a en fait ce qu'on aime bien chez les doctorants. Alors, je dis pas que les autres l'ont pas, mais eux, ils ont des sensibilités qui sont peut-être un peu plus présentes, notamment sur la partie rédactionnelle. Parce que dû aux thèses, c'est des choses avec lesquelles ils arrivent, et ils ont
pas d'appréhension, enfin du moins moins que certains profils qui en ont peu ou pas fait. Là, on est vraiment sur des thèses, donc voilà, parce que c'est très présent dans le métier. Je ne sais pas si toi, tu en fais encore, François, mais voilà, en tout cas, c'est sensiblement une capacité qu'on a besoin d'avoir. L'état de l'art. L'état de l'art, pareil, c'est quelque chose qu'en général, nos doctorants connaissent et ont plus de facilité à s'approprier que des profils qui rentrent et n'en ont jamais fait. Donc c'est moins inconnu pour eux. L'expertise scientifique qui est quand même très présente. Alors c'est aussi le cas chez les ingénieurs que je peux recevoir. Mais c'est vrai que les doctorants ont quand même, voilà, ils ont un autre regard. Ils ont travaillé vraiment sur des projets spécifiques. Ils ont rédigé dessus. Ils ont eu vraiment des échanges. La plupart ont été dans des laboratoires. Donc la vision n'est pas la même. Alors, je l'ai mis, mais c'est vrai, c'est la capacité à gérer la pression parce que dans le métier, tu l'as bien expliqué, François, et on en parlait encore tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des moments où on est confronté quand même au stress, aux deadlines, aux contrôles fiscaux, voilà, à gérer telle urgence, telle urgence. Et on sait combien sur les parcours des doctorants ça a pu être le cas à certains moments. Donc ils ont souvent aussi cette facilité à prendre du recul, cette capacité à voilà. Là récemment, moi j'ai changé avec un doctorant qui est arrivé il y a pas très longtemps. Il terminait en plus sa thèse. Et c'est vrai que il y a beaucoup de sujets qui sont tombés en même temps et il avait vraiment un calme en fait assez impressionnant d'ailleurs à gérer tout ça. Et pourtant il était stressé, hein, il me l'a dit, mais voilà. Et évidemment la capacité à comprendre facilement le langage scientifique, à pouvoir échanger aisément avec les interlocuteurs que vous allez rencontrer sur le métier. Et après, ce que je pourrais ajouter, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi les soft skills qui sont très, très importants parce que c'est vraiment un domaine où on s'éloigne de la technique et souvent, les doctorants, ils le comprennent aussi un petit peu. Euh, j'ai beaucoup d'ingénieurs en IA, par exemple, ou des développeurs qui n'ont pas immédiatement cette vision, ou du moins qui prennent plus de temps à l'avoir, ils rentrent vraiment sur le métier, etc. Les doctorants, quand je leur explique, en général, ça vient tout de suite. Enfin, ils ont une réflexion qui est beaucoup plus rapide sur le sujet. Ils ont la compréhension de se dire, OK, on va avoir un autre regard. Effectivement, on va avoir beaucoup de projets, mais on va plus mettre la main dedans. Ce qui est important, je pense, sur ce métier, voilà, c'est la motivation, l'envie de vouloir le faire, de quitter toute cette perspective et d'apprendre autre chose, hein, finalement, parce que c'est un autre métier et de passer sur une casquette qui est vraiment consulting. Donc, la capacité à communiquer, il faut qu'elle soit là, très clairement. Ça, c'est hyper important. Au-delà de l'aspect rédactionnel, c'est ce qu'on va beaucoup rechercher. Et la capacité à travailler en équipe parce que on pourrait se dire que le consultant, on lui donne juste son portefeuille et il est dans son coin, et il fait son chiffre, etc. Alors que pas du tout. Enfin, nous, aujourd'hui, on a des équipes qui sont composées, qui travaillent vraiment entre eux, des travaux de binôme qui sont mis en place. Voilà, l'aspect formation, ça se fait aussi beaucoup à deux, en groupe, et c'est quelque chose qui perdure assez relativement longtemps dans le temps. Donc ça, c'est hyper important aussi. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je suis désolée, j'avais encore une petite Bien question. sûr. Ce qui m'interpelle, c'est le terme état de l'art, en fait. Mhm, Parce qu'on dit souvent, nous, doctorants, et moi, enfin, moi, je suis la première à conseiller aux doctorants d'éviter cette terminologie-là, parce que pour les recruteurs, de parler plutôt de veille, en fait. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir ton avis, ton retour là-dessus, parce que en fait, je construis ma pensée en même temps, mais quand on parle, on leur conseille d'éviter de parler d'état de l'art parce que ça peut faire appel à un vocabulaire justement très théorique et Mhm. très académique. Et du Mhm. coup, véhiculer peut-être un manque d'opérationnalité vis-à-vis d'un recruteur. En tout cas, c'est plutôt comme ça qu'on amène les choses. Et du coup, ça m'interpelle de le voir, l'état de l'art, et je voudrais bien avoir ton retour par rapport à ça, tout simplement.
Du Eh coup, je me suis mise à te ben, tutoyer, hein, au eh passage. ben, il n'y a pas de Ça te va? souci, on peut. Nous, en fait, on aime bien, hein, je crois. Donc, c'est Mm. vrai que c'est pas un langage qu'on va tout de suite employer dans l'entretien. Moi, je le présente souvent, en tout cas, quand je parle d'émission, je parle vraiment d'état de l'art. Parce que nous, c'est vraiment ce qu'on va rechercher en fait. Déjà dans leur rédaction, etc., on parle d'état de l'art. Enfin, je ne crois pas chez nous, François, qu'on utilise un autre terme. J'en ai encore parlé avec Nicolas, il y a un rédacteur pour le coup qui est chez nous tout à l'heure. Et justement, chez nous, c'est valorisant ce terme-là. D'accord. C'est sur notre métier, c'est valorisant. Parce qu'en fait, du coup, ce qui se passe, c'est, ça rejoint ce qu'on disait avant, on s'adresse à des chercheurs Mm, du CNRS, des labos publics, et donc eux, ils comprennent le terme d'état de l'art. En fait, Mm. quand on va faire, quand on va justifier les projets, en fait, quand on va faire pour la partie crédit impôt recherche, on va choisir des projets, ceux qui respectent bien les textes, et pour justifier que ces projets respectent bien, on va avoir différents critères, et notamment le critère de l'état de l'art, où en fait, il faut mm, montrer que ce que l'on va faire comme travaux n'est pas déjà résolu dans l'état de l'art, exactement à la même manière que ce qu'on fait dans une thèse, où finalement on va regarder la bibliographie, on va dire, voilà, on a repéré que nous, pour notre objectif, il nous manque des connaissances là, 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 on a vu tel et tel modèle mathématique qui nous permettent de prédire ça, mais on ne peut pas l'appliquer dans ce cas de figure, etc. Et on va refaire en fait ce même travail pour montrer que, en fait, parce que les entreprises, c'est ce qu'elles font, hein, quoi. Elles évitent, ça arrive, mais en général, elles ne réinventent pas le fil à couper le beurre. Donc, voilà, elles réinventent pas les choses. Donc, en fait, ils mm, regardent ce qui existe déjà. Et quand ça n'existe pas, eh bien là, ils vont faire des travaux pour se dire, bah, tiens, on n'arrive pas à avancer, on a telle problématique, telle problématique. Et donc, en fait, nous, on formalise un petit peu ça. On vient leur montrer, ils nous donnent des infos de ce qu'ils ont regardé et nous, on vient constituer cet état de l'art. Donc, effectivement, en fait, on a deux choses, en fait, dans ce que tu dis. On a l'état de l'art qui est propre à un projet, l'état des connaissances techniques, scientifiques, que ce soit des industriels, des labos, des articles, des thèses, etc., qui sont l'état de l'art au niveau d'une problématique scientifique que va adresser l'entreprise, et l'aspect veille qui est plus, en général, quelque chose que nous, on qualifie de plus large, où en fait on vient la veille et plus j'ai fait de la veille technologique sur différentes technos, voir où ma techno pourrait s'appliquer sur quel marché par exemple, ou qu'est-ce que je pourrais prendre comme technologie, comme science pour appliquer à mon produit. C'est pas tout à fait la même réflexion, la même démarche. Donc effectivement, nous en tout cas dans le métier, tout ce qui est scientifique lié au doctorat et à l'académique, nous on aime bien. Après, c'est vrai que par contre, peut-être certaines entreprises peuvent mm. le voir d'un mauvais œil, parce que c'est ce que je disais au début, le doctorat a pas une très bonne réputation en France, malheureusement, et c'est bien dommage. Dans beaucoup d'autres pays, c'est très, très, très bien vu, mais en France, c'est encore pas bien démocratisé, malheureusement. Donc là, après, je pense ça dépend de l'entreprise qui est visée. Si c'est plutôt une entreprise comme nous, un cabinet de conseil en crédit impôt recherche, subvention, etc., là, parler de l'état de l'art, c'est pas un souci. Par contre, effectivement, si c'est plus une entreprise orientée industrie, utiliser le terme état de l'art est Oui. peut-être moins approprié. Il faut Je pense. toujours faire attention à sa cible et à qui on parle, Voilà, c'est ça. dans tous les cas. Exactement. Ça marche. Et j'en profite, il y a une Oui. petite question là de Grégoire qui dit merci pour la présentation. Si on fait une thèse de chiffres, comment articuler, par exemple en entretien, le fait qu'on a une expérience en entreprise, comme ingénieur par exemple, et de doctorant classique? Est-ce vu positivement ou vaut-il mieux parfois occulter un des deux aspects? Là, Margot, je sais pas si toi, tu as un point de vue là-dessus ou pas, ou si Ça tu veux. dépend. En Ouais. fait, c'est pareil, ça dépend des interlocuteurs que tu as en face. Parce que moi, typiquement, sur mes entretiens, je leur demande de jouer une totale transparence. En fait, il n'y a pas d'aspect à occulter. Là, nous, on parle d'un métier qui est quand même assez spécifique. On rentre sur une thématique, voilà, de formation. On leur demande pas d'arriver, d'être consultant en financement et innovation. En tout cas, moi, c'est pas la posture que je leur demande lors de l'entretien. Donc, tout ce qui va être pris sera bon à prendre. Mais après, du coup, effectivement, par rapport à la visibilité que toi, tu viens de donner et le fait que ce soit pas encore démocratisé, mais Hmm. je sais pas. Moi, je n'aime pas parler. Ce mot occulté me dérange, en fait, concrètement, en tant que recruteuse, parce que j'estime que la transparence est quand même l'un des meilleurs atouts à jouer. Alors,
bien sûr sans exagérer, il y a des choses qui se disent pas, mais ça relève du bon sens, bien entendu, et après on passe sur un autre aspect. Mais pour moi, je pense que ce qu'on dit vouloir occulter, il faut au contraire en faire une force. Et en fait, il faut trouver les bons arguments à appuyer dessus. Donc, j'aurais tendance à dire non, il faut pas occulter. Mm. Ouais, je rebondis, hein, je suis d'accord avec toi et je pense même, après, ça dépend du domaine de ta thèse CIFRE. Voilà, si c'est dans une entreprise, voire même un concurrent, des fois ça peut être de l'entreprise Mm, que tu vises. Parfois ça peut être intéressant parce qu'ils se disent ah tiens c'est du savoir-faire de chez mon concurrent qui arrive chez moi. Ça peut être intéressant de le mettre en avant et aussi de le présenter comme bah, je suis pas que chercheur académique, je suis pas que un chercheur parce que souvent en mm, fait l'académicien, voilà le chercheur qui a fait une thèse, on a un petit peu l'image, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, du chercheur dans son labo en blouse blanche, un peu fou, là, qui connaît rien du monde industriel. Donc, avoir fait une testif, finalement, c'est, bah, regardez, j'ai les deux côtés. Et j'ai et le côté recherche, donc je suis mm. extrêmement bon, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de soft skills, tout ce qu'on a pu voir là. Et en plus, j'ai le côté industrie. Je sais ce que c'est que l'industrie, je sais ce que c'est que le management dans une industrie, je sais ce que c'est que la vie d'entreprise, etc. Je suis pas déconnecté de ce monde. J'ai gardé et de bien présenter j'ai pris le meilleur des deux mondes. Vraiment, je pense que là-dessus, il y a vraiment une carte à jouer parce que, mais ta question est très bonne hein, parce que je me suis posé la même question, mais au bout d'un moment, sur mon CV, je mettais ingénieur de recherche. Je n'étais pas docteur, je mettais ingénieur de recherche. Parce que justement, j'étais confronté à cette image du docteur. Et je pense que pour le coup, une thèse CIFRE, c'est plutôt bien vu, globalement, même s'il y a toujours effectivement des gens qui vont voir docteur, qui vont un peu qui vont avoir des billes comme ça, mais globalement, je pense que c'est plutôt bien vu et je pense qu'il vaut mieux les mettre en avant et bien montrer Mm, l'intérêt d'avoir les deux, pour le coup. Mm, complètement. mm. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment l'argumentation et la pertinence de l'argumentation qui est importante en fait. Oui. Bah, c'est Oui, là, comme, vas-y. pardon, moi, je coupe, mais en fait, j'allais dire, c'est comme quand on vous dit sur les CV de mettre certaines expériences et pas d'autres. Mm. Voilà, on a tous des expériences, on a tous fait des stages ou des petits boulots ou des Mm, choses comme ça. Si c'est pertinent, faut les mettre. Si ça a rien à voir, si vous avez fait votre stage de troisième dans un truc qui a rien à voir, bon, ben, on ne met pas, quoi. Mm. Si jamais c'est un stage qui est important, qui vous a apporté des choses, effectivement, vous pouvez le mettre. Donc là, complètement. c'est un peu le même principe, mais sachant que la thèse CIFRE, c'est quand même enfin, et la thèse globalement, c'est quand même, c'est l'achèvement de vos études, c'est un projet, c'est mener un projet complètement à bien, c'est être maître de son projet, parce que c'est vrai que ça, on l'a pas mis, mais quand vous faites une thèse, vous êtes pilote de projet. Vous êtes pilote d'un projet de recherche en soi. Mm. Donc, ça veut dire que demain, vous arrivez dans une entreprise qui vous dit, tenez, j'ai un projet de recherche, je vous le donne, vous êtes capable de le faire. Un ingénieur qui sort d'école, bah, il n'a pas d'expérience, il n'a pas cette expérience-là. Il peut quand même s'en sortir, il peut quand même être bon, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas pour dénigrer les ingénieurs. Mais vous avez une expérience en plus. Vous avez mené 3 ans de pilotage d'un projet de très haut vol, de très haute technicité. Donc, vous avez ça aussi à mettre en avant. C'est vrai qu'on l'a pas mis dans les slides, mais voilà, ça aussi à mettre en avant. Donc, pour moi, là encore, voilà, pour résumer, il faut les mettre en avant de la meilleure manière et mettre en avant les points positifs de chacune de vos expériences. Mm. Même les voyages, hein, je le précise, mais il y en a qui laissent des trous et en fait, il y a toujours un côté enrichissant dans ce qu'on a pu faire. Donc voilà, je pense que c'est pas bon. Alors, faut pas que le CV fasse 6 pages non plus. Après, je comprends qu'il commence un petit peu à réduire, mais en fait, toute expérience que vous avez pu vivre et même parfois dans un cadre voilà qui n'entre pas dans vos études, dans vos emplois, c'est toujours quelque chose qui sera bénéfique et ça peut même amener des conversations parfois sur les entretiens auxquels on ne s'attendait pas au démarrage. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui se crée, un intérêt, voilà, et on découvre des choses qui en fait peuvent être relativement intéressantes pour nous aussi. Donc, Merci. si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Qu'est-ce que j'avais mis après? Ah oui, j'avais mis du coup quelques exemples. Donc là, chez nous, chez Hemming, donc ça reprend un petit peu ce qu'on a dit, hein. Globalement, on a à peu près 30% de mémoire de docteur dans la partie consulting, la partie innovation, crédit impôt recherche et autres. Dans la partie subvention aussi, on a plusieurs docteurs. Enfin, on a globalement pas mal de docteurs pour tous les points qu'on a dit, hein. L'aspect esprit de synthèse aussi, c'est vrai que je l'ai remis là.
C'est vrai que mine de rien, quand on prend le recul, on se dit quand on rédige notre thèse, on résume quand même 3 ans de recherche, voire parfois plus que 3 ans, dans un document d'une centaine de pages, à peu de choses près. Donc c'est quand même pas simple, un boulot aussi prenant, de le résumer aussi rapidement, de garder l'essence même et en même temps que ce soit compréhensible. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc le docteur, lui, a déjà cette expérience-là. Donc c'est pour ça que chez Hemming, on a un certain nombre de docteurs. Après, chez nos clients, ou moi, les connaissances que j'ai, on a pas mal de docteurs qui, du coup, restent dans le domaine technique, vont passer côté R&D dans le privé. Donc là, pour leurs compétences techniques directement et aussi pour l'aspect pilotage de projet, j'en parlais. Mais moi, j'ai des collègues qui étaient en thèse avec moi à Grenoble, qui travaillent maintenant chez Michelin et qui sont dans les pilotes, ils sont parmi les pilotes de R&D. Alors, ils sont pas directeurs R&D, mais ils pilotent des projets de R&D chez Michelin directement. Donc voilà, c'est la partie chef de projet et du coup, ils font de la recherche aussi. On a aussi des docteurs qui font la partie management de la recherche et de l'innovation, qui sont vraiment dans l'aspect pilotage là, de manière plus globale de l'innovation, parce qu'ils ont cette vision transverse, parce qu'ils ont cette vision, là, pour le coup, d'état de l'art et de veille des différents marchés, des différentes technologies. Qui ont voilà, une vision assez large. Et donc, on a certains docteurs qui passent vraiment plus dans l'aspect management de toute la partie recherche et innovation chez les clients. On a vu plusieurs des personnes qui sont passées chez nous, puis qui sont passées chez un client ou qui sont allées directement chez un client pour faire ça. Et on a aussi des docteurs qui sont embauchés dans des entreprises pour toute ou partie de leur poste, pour l'aspect gestion des collaborations, innovation et recherche avec des structures publiques. Moi, j'avais le cas d'une doctorante en thèse CIFRE qui a été embauchée dans une entreprise qui était un de nos clients à la suite de quelques CDD dans l'entreprise et qui a été embauchée. Et à 50% de son temps, elle gérait les collaborations avec les labos, avec les écoles, tout ça, qui gérait les stages, qui gérait plein de choses. Donc voilà, c'est assez large finalement les postes de docteur, tant dans l'aspect technique que dans la partie plus managériale ou dans la partie plus relationnelle, humaine, consulting. Et normalement, je vous avais mis, voilà, nous avons mis quelques témoignages entre guillemets de parcours donc ça, Adeline, c'est une docteure qui est une rédactrice qui est chez nous. Donc elle a un doctorat. J'avais fait un petit focus sur les sciences humaines et sociales, qui sont généralement souvent un petit peu plus difficiles à envisager en reconversion privée. On a tendance à se dire oui, non, mais les sciences humaines, pas d'industrie là-dedans, et pourtant il y en a. Il y en a peut-être un petit peu moins qu'en informatique, effectivement, mais il y en a quand même. Donc voilà, elle a un doctorat en linguistique et elle a fait pas mal de choses à côté et finalement elle est arrivée chez nous en tant que rédactrice scientifique pour toutes les compétences qu'a présenté Margot tout à l'heure et son appétence pour la partie rédaction. J'avais aussi récupéré des infos d'une société, un client à nous, la société Occurrence. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle a été rachetée par l'IFOP, je crois, il y a pas longtemps. Et en fait, ils développent des méthodes. Ils travaillent sur les méthodologies de sondage, en fait, parce que c'est une science assez complexe, le sondage. Et donc, eux, ils travaillent là-dessus, sur les modèles, sur plein de choses. Et en fait, ils ont 3 docteurs chez eux qui ont des doctorats dans les sciences molles. Et voilà, on a un doctorat en économie, un doctorat en sociodémographie et lui, il a un doctorat en philosophie politique avec une spécialité, un spécialiste de Michel Foucault. Bon, c'est vrai que quand on voit ça, si on regarde le domaine technique, se reconvertir dans le privé, ça paraît pas vraiment évident. Et finalement, en fait, on se rend compte que lui, là, c'est ce qu'il me mettait, hein, ça c'est son retour à lui. Son poste actuel n'a aucun lien avec le sujet de thèse. Par contre, il met en œuvre toutes les compétences autres du docteur, tous les skills, toutes les compétences en dehors du sujet de thèse. Lui, il les met en œuvre dans son job chez Occurrence. Donc voilà, c'était des petits retours d'expérience comme ça pour montrer que tous les docteurs, peu importe leur domaine, peuvent trouver des choses et que il ne faut pas que vous vous arrêtiez à votre domaine d'expertise, votre sujet de thèse, parce que vous êtes très bon dans votre sujet de thèse, il n'y a aucun souci là-dessus, mais vous avez également énormément de valeur sur tout un panel de compétences autres qui peut être utile en entreprise. Et souvent, les entreprises voient votre sujet de thèse, mais elles ne voient pas tout ça.
Tout ça, c'est des choses qui sont très peu vues. Donc si que vous l'ayez en tête pour pouvoir le mettre en avant, ça nous semblait important. Et donc, c'est l'heure des questions-réponses. Donc, on a déjà abordé la question de Grégoire sur la partie test-cifre. Du coup, si vous en avez d'autres, ben, allez-y, c'est le moment de poser toutes vos questions, soit à l'oral, soit par écrit, comme vous le préférez. N'hésitez pas, hein. Il y a pas de questions bêtes. Ouais, puis c'est le moment. On a tous été plus ou moins dans le même bateau, donc Mm, mm, mm. voilà, on est là pour ça. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites aussi. Oui, Je oui. sais que c'est pour ce qui revient assez souvent dans les questionnements que je peux avoir, en tout cas en entretien, c'est vraiment sur finalement quelle est la plus-value du doctorat par rapport à un parcours ingénieur. Et je sais que cette question, elle revient souvent parce qu'effectivement, tu l'as dit, François, le doctorat est pas toujours bien vu par les entreprises. Et il y a un vrai questionnement par rapport à ça, de se dire finalement. Est-ce que c'est vraiment une plus-value? Parce qu'il y a quand même des doctorants qui se posent encore cette question. Alors que moi, je suis Ah bah convaincue oui. qu'il y a une vraie plus-value au doctorat. Et c'est ouais, c'est de savoir finalement sur quoi argumenter là sur cette question-là. Alors là, ça va dépendre là encore hein, du domaine, enfin du poste qui est visé, hein, du job pour lequel on passe un entretien. Mais pour moi, oui, il y a effectivement une réelle plus-value. Parce que je me suis posé exactement la même question. Moi, j'ai cru au bout d'un an et demi à pas trouver de job, je me suis dit mais je vais finir caissier à Monoprix. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. En fait, il y a une vraie plus-value, mais qui est pas vue. Donc c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est la gymnastique intellectuelle qu'a le docteur. Enfin voilà, le docteur est extrêmement pointu dans un domaine, mais on le met sur un autre domaine qui est pas du tout le sien. Il arrivera à rebondir, il arrivera à se l'approprier et généralement beaucoup plus vite qu'un ingénieur. Moi, j'ai tendance à dire que souvent les docteurs sont au moins aussi efficaces sur un domaine technique que connaît l'ingénieur. Je veux dire, sur un domaine de connaissances, globalement, ça se vaut. Par contre, dès qu'on sort de son domaine d'expertise, le docteur sera beaucoup plus flexible, s'adaptera beaucoup plus rapidement et comprendra beaucoup plus rapidement le sujet qu'un ingénieur. Souvent, un ingénieur, quand on sort de sa zone, il a du mal. Il a du mal, il a souvent du mal quand il doit sortir de ses papiers, il y a un petit peu de difficulté. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un premier point, c'est une vraie plus-value dans l'entreprise, parce que très souvent, quand vous allez arriver dans un poste, vous connaissez pas l'entreprise. Ensuite, la partie qui va être intéressante, donc pour la partie, nous, Crédit Impôt Recherche, ça va être tout l'aspect connaissance de ce que c'est que la recherche. Et sinon, pour l'entreprise, ça va être toute la partie management de projet. Parce que les ingénieurs, ils ont une petite expérience de management, ils ont des cours de management de projet aussi, hein. Maintenant, c'est très répandu dans les écoles d'ingé. Par contre, très souvent, ils ont managé des petites choses, ils ont fait un projet technologique. Comment ça s'appelle? C'est PTR, je crois, projet technologique de recherche, là, pendant les études, euh, ou projet technologique encadré. Mais ils ont fait un projet comme ça, où ils sont plusieurs étudiants, mais c'est pas autant management de projet que de mener sa thèse. Enfin, quand on est docteur, on, euh, on a un sujet, on nous donne un sujet, mais après, on nous laisse carte blanche. Enfin, je sais pas comment c'est, si c'est pareil partout, mais globalement, c'est à nous d'aller faire l'état de l'art, c'est à nous de repérer, de se dire, OK, si on veut aller là, il faut qu'on s'attaque à ça, faut qu'on s'attaque à ça, faut qu'on regarde derrière cette porte, faut qu'on regarde derrière cette porte. Et ça, c'est aussi une force, une valeur qui est assez importante. On a un esprit critique, on a un esprit d'analyse, les docteurs, qui est assez fort, et l'appétence de la connaissance. Donc, je pense vraiment c'est là-dessus où il y a une plus-value. Et moi, globalement, la thèse, je la présente comme une expérience professionnelle. C'est pas une étude, c'est une expérience professionnelle. J'ai mené un projet. Alors oui, c'était dans le cadre d'études, etc. Ça donne un diplôme derrière, mais c'est un projet professionnel. J'ai pas pris de cours. Enfin, j'ai pris des cours pendant ma thèse, mais je veux dire, c'était autre, c'était à part. J'ai vraiment mené mon projet et à la fin, enfin, moi, typiquement, mon projet de thèse, personnellement, et on est nombreux dans ce cas, aurait pu déboucher sur une start-up. Mm. Et les ingénieurs, il y en a quelques-uns dans ce cas, mais il y en a peut-être moins. Donc, il y a vraiment une plus-value importante à mettre en avant dans le doctorat. Et effectivement, on a une plus-value qui est non négligeable, mais qui est souvent méconnue. Mm.
Il y a aussi, avant d'aborder la question des salaires qui est posée là dans le chat, ça me fait penser qu'il y a souvent aussi un point qui n'est pas suffisamment mis en avant par les doctorants, c'est le cas des thèses en co-tutelle ou les thèses qui ont été faites avec deux laboratoires différents ou qui sont sur des thèses interdisciplinaires. Ou pour Mm. le coup, en termes, je trouve, hein, de capacité de négociation et de Mm. diplomatie pour faire Mm. entendre des encadrants, des spécialités différentes, où là, on est sur quelque chose qui, en termes de soft skills, ça peut rebondir sur ce que tu disais, Margot, est vraiment hyper intéressant, quoi. Ah oui, oui, ça c'est clair. C'est clair, ça c'est vraiment à mettre en avant, hein. Ça rejoint l'aspect aussi management, gestion de projet, gestion des Mm. ressources, truc tout bête, hein, quand on est comme ça en co-tutelle, de devoir organiser des réunions, c'est pas évident. Et de savoir faire ça, bah, mine de rien, c'est pas rien. De savoir animer une réunion, j'ai un projet, je dois parler à différents acteurs. Bah, tout le monde ne sait pas faire et donc avoir déjà cette expérience-là, c'est aussi un plus. C'est vrai que la thèse aussi, comme l'a dit Margot, l'aisance orale et la gestion du stress, voilà, la gestion de la fin de thèse, de la soutenance, c'est quelque chose qui est pas simple et qui est pas donné à tout le monde. Et quand on se retrouve face à un inspecteur ou des choses comme ça, alors c'est pas nous, hein, qui sommes en première ligne en général, mais qu'on se retrouve face à des personnes du CNRS, bah, nous on l'a déjà vécu, on sait ce que c'est. Mm, Donc, alors qu'un ingénieur, lui, il a connu que ses profs. Alors, certains sont des chercheurs, mais c'est pas tout à fait la même relation. C'est pas quelqu'un qui va venir et qui va être puissant techniquement dans le sujet et qui va nous poser des questions potentiellement extrêmement pointues, Mm. qui peuvent nous faire trébucher, etc., et savoir rebondir, savoir s'approprier le sujet. Donc, on a vraiment des choses à faire valoir. Donc, dans la partie consulting, financement de l'innovation, mais aussi chez une entreprise, typiquement pour défendre un projet de recherche, vous y croyez dur comme fer, vous savez que c'est là-dedans qu'il faut aller, vous connaissez votre sujet, vous l'êtes approprié, eh ben, un docteur va être tellement technique qu'il va pouvoir emmener peut-être un peu plus facilement la direction ou des gens qui ne connaissent pas. mm. C'est des choses comme ça, hein. C'est vraiment, il y a plein de petites choses que le docteur a en plus Mm. et qu'on ne sait pas forcément, et c'est normal, hein, d'ailleurs, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne sait pas. Clairement. Du coup, Margot, je te laisse répondre à la question qui est posée sur les salaires, qui est très Moi, je large, suis assez du bien coup. payé. Jean-François Tigri. Non, Euh, alors, je sais pas trop du coup comment Elle je est très réponds à la large, la question. question. C'est Ouais, Elle peut-être, est, elle ouais, est, c'est peut-être elle pas est assez évident large parce d'y que c'est pas répondre. évident. Nous, on a des grilles chez nous déjà en fait, Mm, simplement, qui vont donc de junior à expert. mm, Je parle vraiment de la partie consulting là. Et quelqu'un qu'on va considérer junior, c'est vague parce que c'est quelqu'un en fait qui n'a pas fait de financement d'innovation, qui n'a pas de connaissances sur le CIR, qui vraiment rentre dans ce métier. Je dirais pas en ayant tout à apprendre, mais quasiment. Enfin, du moins, à devoir apprendre sur le fonctionnement du métier, sur la posture, sur la rédaction, sur le chiffrage et la valorisation, sur la participation aux audits. Donc, beaucoup de personnes rentrent chez nous et sont juniors. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cibler. C'est quelque chose que parfois, personnellement, j'ai du mal à argumenter en entretien. Parce que, bon, alors on sait à quel point aujourd'hui la question du salaire est présente sur le marché, qu'elle peut être complexe, que les attentes qu'on peut avoir, surtout sur les sorties de fin d'études, etc., sont pas vraiment, rentrent pas en ligne de compte de ce qu'on va proposer finalement. On est hors attente ou ce qu'ils ont pu discuter avec les autres, etc., parce que voilà, c'est quand même un petit peu particulier. Euh, et du coup, je sais pas, là, il faut que je donne les fourchettes, On c'est ça? peut, Je on peut pense donner hein, des qu'il va falloir fourchettes, ouais. donner une Ouais, fourchette ouais. de à quelle fourchette Mhm. salariale peut s'attendre un jeune docteur qui arrive comme consultant junior chez Heming, par exemple. Après, peut-être que ça peut probablement évoluer, mais Mhm. ouais, c'est Alors, d'avoir une idée. aujourd'hui, à l'instant où on se parle, la fourchette des juniors, elle est hyper raccourcie puisqu'ils n'ont pas de variable. Donc, on est sur une fourchette Mhm. entre 35 et 37,5. Et ce qui varie, c'est vraiment la spécialité. Voilà. Ok, ça Mhm. marche. Et globalement, ça va être ça, les salaires, on va être sur des salaires assez similaires à un ingénieur finalement en sortie d'études.
On va être sur des postes souvent similaires. Donc après, à voir si l'entreprise a une vraie culture d'embauche de docteurs, peut parfois mettre la barre un petit peu plus haut pour embaucher un docteur en reconnaissant son expérience de thèse. Mais souvent, on est sur des fourchettes assez similaires. Donc on est voilà, ouais, autour de 35 à 38 000. Si je fais le ratio par rapport à ce que moi j'ai pu voir quand j'ai cherché, j'étais en recherche d'emploi, moi j'étais sur des fourchettes assez similaires. Sachant que sur le salaire, je vous donne une info, et on avait fait un webinaire là-dessus en janvier 2022 sur la partie crédit impôt recherche. Si vous rentrez dans une entreprise pour faire de la recherche, et donc pas comme chez Inning malheureusement, mais pour faire de la recherche, l'entreprise, si elle fait du crédit impôt recherche, elle récupère plus que ce qu'elle ne vous paye en crédit impôt recherche. C'est un petit peu intéressant. En gros, si vous faites que de la recherche, elle récupère 120% de votre salaire avec les charges et tout en montant de crédit impôt recherche. Donc, ça peut être aussi une clé de négociation de dire, attendez, moi, je viens faire de la recherche chez vous. Vous allez récupérer plus de l'intégralité de mon salaire en montant de crédit impôt recherche. Vous pouvez faire un petit geste, vous pouvez faire un effort pour donner un salaire qui est intéressant. Donc, si ça, c'est des questions que vous voulez aborder, je vous invite, là, il avait été enregistré hein, en janvier 2022, on avait fait un Oui. webinaire plus orienté sur le crédit impôt recherche et le dispositif Jeune Docteur dans le crédit impôt recherche pour justement que c'était le but là de donner aux doctorants la connaissance mini, hein, c'est voilà les quelques éléments pour pouvoir argumenter de ça en entretien d'embauche. Oui, pour information, le replay du webinaire là dont parle François est disponible sur le site du coup PhD Alumni. Mais pour accéder au replay, alors c'est pas hyper intuitif, il faut aller dans Agenda. Et dans Agenda, vous allez voir, vous avez la liste des événements à venir. Et en petit à côté, vous avez les événements passés et les replays. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à aller voir cette page des replays parce que tous les webinaires qu'on a pu faire sur les 2 dernières années sont les webinaires et les conférences qui ont été donnés par PhD Career Center sont disponibles et vous avez vraiment des sources d'informations hyper intéressantes avec des témoignages de docteurs, avec des parcours qui sont des parcours professionnels qui sont racontés, avec des informations sur le crédit impôt recherche, des informations sur comment on intègre la recherche académique. Enfin, vraiment, il y a toute une variété de thèmes et je vous invite vraiment à aller voir cette page. Elle n'est pas facile à trouver, elle est assez méconnue, mais elle est vraiment intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y aurait-il d'autres questions auxquelles vous aimeriez qu'on apporte des réponses? Ou est-ce qu'on met fin à ce webinaire? N'hésitez pas à nous dire si c'est bon pour vous. Ouais, si c'est tout bon aussi. Mm. Voilà. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'infos dans le webinaire et du coup avec le replay vous aurez accès à la liste, vous pourrez mettre pause pour regarder les différents soft skills qu'on a pu noter dans enfin soft et pas Oui. que d'ailleurs, toutes les compétences qu'on a pu noter dans les slides, si vous voulez Mm, vous mm, les mm. approprier aussi. Oui, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez toujours nous les faire parvenir par mail. C'est pas parce que le webinaire est terminé qu'on arrête de répondre aux questions. Enfin, faut vraiment pas hésiter. Moi, je suis là pour ça, en tout cas. Donc, sur l'adresse mail là, du PhD Career Center, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. J'ai pas toujours réponse à tout, mais parfois, je peux orienter aussi pour savoir comment trouver la réponse. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie, Margot, Merci. François, Merci à vous. d'avoir maintenu À toi. l'intervention, en tout cas, malgré le faible nombre de participants. Mais voilà, c'était important aussi pour nous de maintenir l'événement par respect pour ceux qui se sont inscrits. Donc Ouais. merci pour ça. Et puis à ceux vous doctorants là, qui êtes là, je vous ai envoyé par mail un petit questionnaire pour avoir votre retour sur le webinaire. L'idée, c'est toujours pour nous, pour améliorer les services qu'on propose. C'est important pour nous d'avoir le feedback des doctorants. Donc si vous pouviez prendre juste 2-3 minutes pour y répondre, ce serait super. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, bonne Merci. Bonne journée. soirée, bonne journée. Bonne fin de Bonne journée. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.